On monte sur le Cassium pour voir la ville le soir, à la tombée de la nuit, et apercevoir la masse verte des arbres de l'oasis ponctuée de coupoles et de minarets. On ne cesse de répéter que Damas est la plus vieille ville du monde, la plus vieille ville habitée, sans discontinuité depuis près de 4000 ans. Les villes s'y sont succédées, superposées, souvent détruites, quelquefois rasées, mais toujours reconstruites. L'oasis Al-Routa permit à la cité de se développer et ainsi de renaître après chaque avatar. Le silence précède les premières lumières, toujours surprenantes en plein jour. Puis les lumières se font plus nombreuses. Au loin, l'appel d'une mosquée, puis 2, 3, puis toutes. La ville clignote alors de tous ses feux, lointaine et pourtant si proche. C'est souvent par le souk al-Ahmediyeh que l'on pénètre dans la ville ancienne. Sa charpente métallique lui donne un air de passage, très à la mode à la fin du XIXe siècle. Un mode de vie traditionnel se perpétue dans les souks, aux ruelles étroites et très peuplées, protégées par les murs de la cité antique. On peut y manger ou boire à presque toute heure du jour et de la nuit. Y apprécier un épi de maïs bouilli ou savourer une glace à la violette. Ou encore trouver le remède ad hoc chez un apothicaire pour le foie ou les reins. À certaines périodes, on y achète des épices délicates qui poussent dans les régions environnantes. Chatoiement de couleurs, scintillement de tissus, cris des vendeurs à la sauvette, un léger brouhaha vous accompagne jusqu'aux colonnes du temple de Jupiter, qui précède l'esplanade de la mosquée des Omeyyades. Le quartier des souks n'est qu'une partie de la vieille ville. Ruelles et impasses s'insinuent dans les îlots qui comprennent des hammams, des rânes et où les habitations s'agglomèrent. Depuis la rue, même un œil bien exercé aura du mal à distinguer une maison de sa voisine, tant la continuité est présente. Pour l'essentiel, les habitations, les maisons arabes, comme on le dit ici, sont centrées sur la cour à ciel ouvert. Cette cour est la pièce principale, le cœur. Si la richesse de la cour est sa dimension, c'est aussi sa végétation, sa variété et la palette de sensations qu'elle peut procurer. L'ombre, les arômes et la fraîcheur dans ce véritable jardin suspendu de verdure. À Damas, traditionnellement, 2 ou 3 générations partageaient une même demeure. La maison était rythmée par les saisons. En hiver, l'ensemble de la famille occupait le premier étage. En été, elle s'installait au rez-de-chaussée pour y retrouver l'ombre, y savourer les parfums et le doux murmure des fontaines. Mais avant tout, y vivre dans une douce fraîcheur pendant les périodes de chaleur étouffante. La cour est le passage obligé venant de l'extérieur. On y pénètre avant d'entrer dans l'une des pièces et pour aller d'une pièce à l'autre.
car celles-ci ne communiquent pas entre elles. C'est aussi l'endroit où l'on vit selon la saison, les heures de la journée. C'est aussi le lieu des travaux domestiques et quelquefois des jeux d'enfants. Abrité du soleil par une toiture, ouvert sur la cour par un arc, l'iwan est un espace particulier, prolongement de la cour, ou plus exactement un salon d'été auquel on aurait ôté un mur. L'iwan se signale par le travail soigné de son sol, de ses murs et de son plafond. À l'intérieur, les salons couverts, les cas. Le maître de maison y siège pendant la durée de l'hiver et il y reçoit ses hôtes. Sur les murs en face de la porte, une niche en forme de mihrab, appelée massab, qui n'a aucune fonction religieuse, mais qui sert à entreposer différents objets domestiques. Cette niche de mosaïque de marbre est généralement ornée d'une voûte décorée de fines stalactites de pierre, appelées moukarna. La maison d'Amassen ne connaît pas la notion de salle à manger, ni de salon. Chaque pièce peut se transformer et s'adapter aux fonctions du moment. Une fois le repas pris, on pouvait sortir le couchage des armoires murales et la pièce devenait immédiatement une chambre à coucher. Aujourd'hui, ce sont les jouets qui ont été sortis des armoires et l'espace entièrement dévolu aux activités ludiques des enfants. Pour cette fois, le mastaba s'est transformé en aire de jeu. Les quartiers anciens, à l'exception de la ville intramuros, très partiellement protégée par la loi, disparaissent petit à petit sous les coups de boutoir de la ville moderne. Tous les palais ont disparu, à une exception près, le palais Azem. Chaque nouveau conquérant de la ville se faisait construire son palais, et le plus souvent sur le site de celui de son prédécesseur. 800 ouvriers travaillent pendant 2 ans pour le construire. En 1749, tous les maçons de la ville étaient mobilisés sur les travaux gigantesques mis en œuvre par Assad Pacha. La résidence respecte le plan traditionnel d'Amassen, mais à une échelle bien supérieure. La magnificence de la cour réside dans son pavage, ses décors muraux faits de pierres aux couleurs contrastées, basalte noir, calcaire rose ou blanc. Juste au-dessus d'une fenêtre, des motifs en pâte de pierre. Ce sont les Mamelouks qui ont élaboré cette méthode, mais ce sont les artisans de Damas qui apportèrent au cours des siècles à cet art le raffinement et la perfection. Technique très particulière selon laquelle on incise un motif dans un bloc de pierre, puis on remplit le motif de pâte constituée de pierres finement broyées de différentes couleurs, ce qui restitue cet effet d'incrustation. Le palais possédait 4 cours, 3 cuisines, son propre hammam. On y menait des troupeaux de moutons pour la cuisine. Les fours à pain fonctionnaient toute la journée. Une kyrielle de serviteurs s'occupait de la demeure palatiale, mais c'étaient les femmes de la famille qui étaient responsables de la vie quotidienne. À cette époque, les femmes de Damas quittaient très rarement leurs appartements en dehors des visites familiales et celles au hammam. Seuls les hommes et les femmes dont le mariage était impossible, pères et filles ou frères et sœurs, pouvaient se voir librement. Dans tous les autres cas, les femmes devaient porter le hijab ou voile, comme c'est encore souvent le cas aujourd'hui. Après une énorme fréquentation journalière, le palais Azem, devenu le musée des arts et des traditions populaires, retrouve à l'heure de la fermeture son calme et sa quiétude, et peut-être aussi une certaine volupté.
Les propriétaires de ces luxueuses demeures n'étaient pas les riches commerçants de la ville. Les notables appartenaient aux corps religieux et aux militaires. Et le pouvoir était strictement entre les mains du guerrier et de l'Oulma. La grande mosquée des Omeyyades rassemble dans ses murs toute l'histoire religieuse de Damas. Elle a été construite dans l'enceinte du temple romain de Jupiter, dont une partie avait été transformée en église chrétienne. Le temple romain lui-même avait été édifié sur un temple araméen dédié au dieu Baal. Vers la fin du IXe siècle, la partie intérieure du temple de Jupiter fut transformée en église chrétienne et consacrée à Saint Jean-Baptiste, et ce, jusqu'à la prise de Damas par les Arabes. Pendant une courte période, un arrangement fut même trouvé entre musulmans et chrétiens, afin de partager ce lieu sacré. Lorsqu'on pénétrait dans l'église, tandis que les musulmans se tournaient vers la droite pour prier, les chrétiens se tournaient vers la gauche. La période omeyyade fut faste pour Damas, comme le traduit si bien la grande mosquée édifiée par le calife Al-Walid en 705. Archéologues et historiens ont discuté pour savoir s'il avait transformé la basilique chrétienne en mosquée ou s'il l'avait simplement rasée pour ériger un nouvel édifice. L'opinion qui se dégage maintenant est qu'il fit construire la mosquée sur le temple romain. Al-Maqdisi, géographe du Xe siècle, a donné une description très détaillée de la mosquée décorée en marbre polychrome, de mosaïques à fond d'or montrant des arbres et des villes. Certains prétendent qu'il s'agit d'une représentation de Damas, entourée de son oasis de verdure, véritable ville-jardin et figuration tangible du paradis. La mosquée fut détruite plusieurs fois, mais ce fut après le dernier incendie en 1893 qu'elle fut restaurée par les artisans de Damas et lui donnèrent l'aspect que l'on peut apprécier de nos jours. Durant la première guerre du Golfe en 1991, certains Damascènes manifestèrent une certaine angoisse. Dans la grande salle de prière, ils répétaient sans cesse les paroles du prophète selon lesquelles le dernier et le meilleur refuge pour les musulmans, à la fin des temps, serait la ville de Damas. Ces habitants ont encore à l'esprit que c'est en leur ville que doit descendre Sayyidina Isa, Jésus, pour lutter contre l'Antéchrist. La loi islamique a accordé à Damas un rôle privilégié dans son espace spirituel. Le prophète en parle comme d'une terre d'élection, refuge des saints, et priait instamment ses compagnons de s'y établir. Le sanctuaire de Jean-Baptiste, prophète Yahya pour les musulmans, est vénéré par les femmes qui s'adressent au prophète pour des problèmes liés à la stérilité, aux accouchements et au mariage. Nombreuses sont celles qui laissent sur la grille du tombeau l'empreinte de leurs mains, matérialisant ainsi le contrat qu'elles passent avec lui pour la réalisation de leurs vœux.
quelques pas de la mosquée des Omeyyades se dresse la forteresse. Généralement, les citadelles sont édifiées sur des hauteurs. Celle-ci a été bâtie sur un terrain parfaitement plat. La citadelle a toujours occupé une place prépondérante dans la ville. Et Damas put ainsi jouer un rôle d'intermédiaire dans les relations avec les royaumes environnants. Les sondages réalisés il y a à peu près 5 ans par une équipe syro-française a prouvé que la plus ancienne attestation des structures archéologiques remonte au milieu du 3e millénaire. Cela veut dire à peu près 2600 avant Jésus-Christ. À cette période, on a des villes comme Mari, on a des villes comme Ebla, on a des villes comme Ras Shamra, on a des séries d'agglomérations très importantes en Syrie et au Levant. Et on pense que l'emplacement de la citadelle actuelle était en dehors de l'agglomération et que la ville du 2e millénaire se situe plus à l'emplacement de la mosquée des Omeyyades et à l'emplacement de l'ensemble des structures qui se trouvent actuellement au centre de la ville. Qu'est-ce qu'on a trouvé de cette période? En réalité, on n'a pas trouvé énormément de choses à part quelques tessons. Alors pourquoi on n'a pas trouvé la ville et les éléments de la ville à cet emplacement? Probablement au moment de la construction de la mosquée et surtout du temple, on a rasé complètement les strates archéologiques pour arriver au sol vierge et pour construire solidement ce grand temple. Si on veut continuer un petit peu l'histoire de la citadelle et l'histoire de la vieille ville de Damas, parce que c'est lié, alors on sait très bien au 1er millénaire que Damas est devenu le pays d'Aram, un royaume araméen qui jouait un rôle décisif au cœur des conflits entre les royaumes amorites et l'empire néo-assyrien. Pendant la période classique romaine, ça veut dire pendant l'Empire romain, alors la citadelle est devenue probablement un grand camp pour l'armée. On a trouvé l'esplanade, on a trouvé l'endroit où l'armée romaine était là. Et ça, c'est quelque chose de classique, car partout dans les villes de la période romaine, toujours à l'angle de la ville, ou bien à l'extérieur parfois, on a le camp romain où on regroupe l'armée et tout ce qui est en relation avec l'armée. Si on circule dans les structures actuelles de la citadelle, vous allez trouver tout de suite des remplois, des éléments qui datent de la période romaine. À la fin de l'Empire romain d'Orient, et après de nombreuses défaites, les Byzantins abandonnèrent Damas, qui devint la capitale des Omeyyades. Pour chasser, les Omeyyades disparaissent de la scène au profit des Abbassides, qui entreprennent de construire une nouvelle capitale à Bagdad. À l'exception d'un très bref intermède sous Nour el-Din, Damas n'allait plus connaître le rôle de capitale pendant un millénaire. 2 siècles plus tard, le califat abbasside perd toute autorité et abandonne Damas au nouveau califat fatimide, avec comme capitale le Caire. Aux alentours de l'an 1000, l'Égypte fatimide était de loin l'État musulman le plus prospère, lorsqu'ils ont dû affronter l'expansion des Seldjoukides. La première citadelle seldjoukide que nous voyons a été construite au cours du XIe siècle, et seulement à des fins civiles. Elle ne jouait aucun rôle militaire, malgré la présence de murs et de tours. À l'intérieur des murs d'enceinte se trouvait le palais, la résidence des rois seldjoukides, qui abritait des salles, des bureaux et un hammam. Il ne faut pas oublier que durant la période seldjoukide débutèrent les premières guerres de croisade, qui amenèrent Nour el-Din et Saladin à renforcer le système défensif de la citadelle en utilisant des innovations techniques afin de la transformer en une véritable forteresse militaire. Au cours du XIIIe siècle, la citadelle fut agrandie sous le règne de El-Hadid. ضمن قلعة أكبر تعود إلى فترة الملك العادل بداية القرن الثالث عشر حيث
À cette époque, elle joua un rôle très important dans les conflits régionaux et connut de nouvelles transformations afin cette fois d'améliorer la sécurité de la ville. Ces reconstructions coïncident avec l'achèvement du mur d'enceinte de la cité. À cette même période, la citadelle abritait 2 palais, souvent décrits dans les récits des voyageurs de l'époque. Elle renfermait aussi une salle des armes, des bureaux, des salons de réception impressionnants et des couloirs décorés qui reliaient les salons entre eux. Par conséquent, elle a joué 2 rôles, un rôle administratif et civil et un rôle militaire. Saladin contrôle l'Égypte, puis devient le maître de la Syrie. Il s'attaque aux États latins et reprend Jérusalem. Ses descendants, les Ayyoubides, règnent sur la Syrie jusqu'au XIIIe siècle. D'un point de vue général, ce bâtiment appartient à la période Ayyubide, ce qui est corroboré par les textes d'Ibn Shadid et d'autres historiens qui parlent d'un palais appelé El Radwan qui se dressait au centre de la citadelle au temps des Ayyoubides. Ensuite, la citadelle joua un rôle important pendant la période mamelouk et connut de nouvelles transformations de son système défensif en raison des attaques mongoles, des améliorations plus importantes encore que sous le règne de Al-Adid. Ils ajoutèrent des couloirs voûtés le long de la citadelle afin de mieux protéger les déplacements des soldats. Une fois encore, la citadelle joua un rôle militaire et civil important. Il y a aussi la porte principale de la citadelle, en direction de la ville, qui a été utilisée pour l'accueil des invités et qui marque ainsi une relation de proximité avec la population de la cité. Les Ottomans mirent fin au sultanat mamelouk en s'emparant de la Syrie et de l'Égypte. Puis leur expansion coïncida avec leur nouveau rôle de protecteur des villes saintes. Avec le démantèlement de l'Empire ottoman, à la fin de la Première Guerre mondiale, la Syrie passe sous mandat français et la citadelle devint une prison. On a fouillé également à l'endroit de la prison, qui existait durant l'occupation française et jusqu'à une période très récente. Les fouilles ont révélé la présence d'habitations et de magasins datant du XVIIIe siècle. En effet, la citadelle a été habitée, occupée par les Damascènes qui avaient construit maisons et ateliers. La découverte récente d'éléments en terre crue, provenant d'une petite fortification, qui pourrait être fatimide, sont en cours d'analyse et devraient renouveler la documentation historique de la ville. Depuis plus de 4000 ans, des ethnies nombreuses et variées ont pu trouver à Damas une place et ont su au cours des siècles y coexister. Une civilisation des échanges y a prospéré. Les marchands et les diplomates sauront très tôt tirer avantage de l'alphabet phonétique et de pouvoir ainsi correspondre avec les États lointains. Cette écoute de l'autre, cette aptitude à communiquer, cette envie de transmettre, cette quête d'identification liée à la ville, à sa ville, ont toujours différencié le Damascène des Syriens. Des constructions spontanées viennent battre le flanc de la ville.
Tous les villages les plus proches ont disparu, dans un bâti uniforme et sans âme, qui borde des avenues toujours plus larges au service de la voiture reine, rongeant chaque jour davantage les derniers espaces. Et c'est en s'éloignant du centre de la capitale par la route longeant le Barada que l'on peut prendre conscience de son développement dans toutes les directions, intégrant dans un même tissu urbain les villages de la Ghouta qui entourent la ville contemporaine. Une ville serrée entre les montagnes de l'Anti-Liban et le désert qui s'étend sur des milliers de kilomètres. La ville a su prospérer en ce lieu en raison de la présence du Barada, qui pénétrait dans la plaine et créait ainsi la Ghouta. Aujourd'hui, rongée systématiquement par la construction d'habitations ou la mise en place d'axes de circulation, les arbres et des pans entiers de verdure de l'oasis disparaissent. Le bâti traditionnel en pierre, en terre et en bois ne subsiste qu'au centre-ville. C'est à la fin de la période ottomane et sous le mandat qu'on voulut faire de Damas une cité occidentale. Les Français développèrent dans le cadre d'une croissance planifiée autour des rues et des avenues, des parcs et des places, des jardins et des cités. Les premières années du mandat sont des années difficiles. Les forces mandataires s'intéressent essentiellement à des opérations concernant la circulation, l'aménagement de la sécurité. À cette époque-là, on est dans la suite de l'époque ottomane. C'est-à-dire que on suit même la réglementation ottomane, des plans en damier assez réguliers, des largeurs de rue, mais il n'y a pas encore l'idée de planification. La mise en place du cadastre dans les années 30-34 a été suivie aussi d'une réflexion autour d'un plan d'aménagement et d'embellissement de la ville de Damas. L'idée qui prévalait à l'époque était de mettre en valeur les monuments en les entourant de zones de jardin depuis 25 ou 30 ans. On est sorti vraiment de cette question. Ce qui prévaut, c'est l'habitat, c'est ce qui enserre ces monuments. Les quartiers anciens, à l'exception de la ville intramuros, partiellement protégée par la loi, sont en voie de dégradation rapide et de disparition. En principe, la réglementation est la même, mais l'application de cette réglementation laisse parfois à désirer. On respecte les gabarits. Quand il y a nécessité de reconstruction, on reconstruit exactement dans la méthode traditionnelle avec les matériaux traditionnels. Et bien sûr, pour les restaurations, cela va de même. Il y a moins de vigilance peut-être dans la ville extramuros. Souvent, on laisse certains secteurs à l'abandon. Comme le matériau de construction est fragile, les maisons se désagrègent par elles-mêmes et elles sont détruites, malheureusement. À partir des années 30, on construit en pierre. Et cette architecture du mandat, justement, est très bien préservée. Mais il n'y a aucune réglementation concernant les secteurs où se trouvent ces bâtiments. La façade n'est pas simplement dotée d'ouvertures plus larges et plus nombreuses qu'auparavant. Elle devient un support qui, par le soin apporté à sa composition et à sa décoration, exprime la condition du propriétaire. Au contraire des édifices anciens, les réalisations architecturales sous le mandat se donnent à voir. Ce projet urbanistique ne dura pas plus d'un demi-siècle. Depuis, les immeubles de béton, de verre et d'aluminium ont obstrué l'horizon de ces quartiers. À l'ombre des grandes tours de verre,
subsistent encore quelques ruelles où se sont regroupés les derniers métallurgistes. Les métaux, cuivre, bronze, fer et laiton ont été très prisés par les artisans d'Amassen, toujours à la recherche d'innovations techniques. Aujourd'hui encore, les étameurs rendent propre à la consommation les ustensiles de cuisine en utilisant une technique particulière. La marmite est posée sur le feu. Lorsqu'elle est à bonne température, on y jette du sel d'ammoniac. On frotte afin d'enlever au mieux le cuivre. Enfin, on verse un mélange d'étain que l'on étend avec une poignée d'étoupe. Damas est un mot chargé de connotations multiples et quelquefois contradictoires. Sait-on encore aujourd'hui ce que signifie une lame d'acier damassée? L'acier était travaillé dans la cité syrienne à partir d'un fer en provenance d'Inde. Trempé et martelé à plusieurs reprises, le métal devenait résistant et souple. Cette lame pouvait être ensuite damasquinée. Le métal était entaillé afin d'y introduire par martèlement un fil d'or, d'argent ou de cuivre, qui souvent représentait un motif géométrique ou floral. Depuis des siècles, les dinandiers perpétuent les mêmes gestes que leurs ancêtres afin de fabriquer des objets utilitaires ou décoratifs. Mais pour combien de temps encore? Leur quartier est menacé de destruction. Damas est aujourd'hui confronté à de nouvelles et importantes transformations de modernisation de l'espace urbain. La ville continue de s'agrandir et passe d'un mode urbain très dense à un mode plus ouvert et fortement dispersé. De nombreux projets d'équipement sont déposés, mais ils sont souvent arrêtés avant d'être achevés. Et quand ils sont réalisés, ils ne bénéficient pas toujours d'un entretien adapté et tombent en désuétude. Le tissu urbain est un organisme en évolution permanente. Tandis que des quartiers connaissent un développement sans précédent, certains restent inchangés. Au milieu de la rue droite, l'image de ces maisons aux étages en encorbellement, se touchant presque, nous ramène à un passé encore présent, à travers les premières prises de vue des photographes d'Amassen au XIXe siècle. À l'extrémité de la rue droite, Bab Sharki, la seule des portes romaines entièrement préservée, fut dégagée de sa gangue de construction. 2 baies ouvraient sur les trottoirs et l'ouverture centrale servait aux chars et aux cavaliers. Avec l'esplanade qui la précède, elle a retrouvé son ampleur originelle. Dans le quartier juif de la vieille ville, parmi ces maisons aux soubassements de moellons et aux étages de bois et de terre, s'insèrent des bains, des écoles, qu'une simple façade signale à un œil éclairé. Derrière, de très hauts murs en pierre de taille, le long d'une venelle, se dissimulent parfois les plus beaux palais de la ville. Le palais de Beth Fari, quasiment en ruine, l'édifice ayant été divisé entre plusieurs familles, est en cours de restauration. Son nouveau propriétaire le transforme en hôtel de luxe. Lorsque le pays s'ouvrit au commerce occidental, au XIXe siècle, les chrétiens et les juifs en bénéficièrent au premier chef,
car ils furent favorisés comme partenaires des hommes d'affaires occidentaux. À cette époque, quelques voyageurs aventuriers visitèrent le palais de Beth Fari et notèrent dans leur correspondance le faste et la luxuriance du lieu. En entrant, l'œil était frappé par le brillant des murs et des plafonds, ressemblant à des palais féeriques. Des pierres semi-précieuses, des miroirs, des dorures et des arabesques peintes couvraient toutes les surfaces. Les plafonds sont si finement peints que parfois, ils ressemblent à des tapis d'Orient. Afin de créer un espace harmonieux, les fenêtres et les portes des armoires avaient des volets rehaussés de motifs au ton pastel. Juste en dessous du plafond, courait une frise composée de panneaux d'écriture, souvent avec la date et le nom du propriétaire, quelques versets du Coran et une prière demandant à Dieu de bénir le maître des lieux et sa famille. Les lambris de bois se terminaient au-dessus de cette frise par une sorte de corniche. Celle-ci pouvait être extrêmement chargée et lourde, ou plus délicate, avec de fins décors floraux. On peut retrouver plusieurs types de plafonds dans une même maison. Les poutres sont d'abord visibles et peintes. Ensuite, on les a couvertes d'un coffrage décoré de façon plus élaborée, souvent orné de bordures et d'angles en moukarna. La technique dite à la jami utilise une résine qui permet de former des motifs en relief, qui seront ensuite recouverts d'une fine peinture dorée. Après une longue période d'abandon, les salons sont restaurés in situ. Les artisans peintres retrouvent des représentations de villes et leurs nombreux minarets et coupoles aux couleurs d'origine. La grande mosquée est dominée par ses 3 minarets, figure tutélaire de la vieille ville. Le minaret sur le mur nord est toujours le premier de la ville à lancer l'appel à la prière. L'enceinte intérieure du temple était précédée d'un monumental portique à colonnes, de l'époque romaine, dont il subsiste quelques éléments. Dans ce modeste édifice, construit à la fin du XIIe siècle, à l'ombre de la grande mosquée, repose l'un des plus grands hommes de guerre que l'islam ait connu, Saladin. Son mausolée se situe dans un petit jardin. La cour à fontaine est un véritable havre de paix. De l'autre côté de la rue, on trouve une des plus vieilles mosquées de la ville. Sa simple porte de bois, usée par le temps, ouvre sur une cour qui précède la salle de prière sous coupole. La mosquée d'Arvish Pacha a été construite par un gouverneur ottoman au XVIe siècle. Ses nombreuses faïences bleues et blanches, produites dans des ateliers de Damas, ont établi sa réputation. Les gouverneurs ottomans encouragèrent cette activité, notamment par l'édification de mausolées et de mosquées, dont la décoration est constituée de panneaux de faïence peints de décors floraux,
sur lesquels courent des grappes de vigne et des tulipes, motif persan par excellence, particulièrement prisé par les Ottomans. Autre fleuron de l'architecture ottomane, le Khan Assad Pacha. Ce caravansérail est imposant. Cet immense espace et ses arcatures rythmées de pierres blanches et noires sont vraiment très impressionnants. Cet exceptionnel édifice, achevé en 1753, et que Lamartine n'hésita pas à comparer à la cathédrale Saint-Pierre de Rome, est organisé autour d'une coupole centrale. L'immense Khan accueillait un hôtel, un lieu de stockage pour les marchandises, et un centre commercial, constitué de boutiques au rez-de-chaussée et de bureaux à l'étage. Le bâtiment a conservé sa fonction première et commerciale jusqu'au XXe siècle. Récemment restauré puis transformé en musée, il accueille dorénavant une programmation d'événements artistiques. Le porche d'entrée, haut de plus de 11 mètres, porte une décoration raffinée qui joue des différences de coloris de la pierre. Le travail de moukarna de pierre est remarquable. Au centre du linteau en arc qui surmonte la porte, un espace circulaire s'ornait, dit-on, d'un rubis éclatant. C'est dans les rues bondées ou dans les ruelles bordées de murs de pierre que l'on peut retrouver des fragments de l'histoire de la ville. Il faut prendre le temps de se perdre et de quitter le brouhaha pour découvrir à l'angle d'une ruelle le frémissement de l'eau d'une fontaine publique. Le souk Assaga regroupe les orfèvres en majorité chrétiens. À l'intérieur de minuscules boutiques, les clientes s'assoient sur la banquette adossée au mur, le regard tourné vers le comptoir où sont posées boucles d'oreilles, colliers et bracelets. C'est au poids que s'évalue le prix d'un bijou. Pas de parure en argent ici. Seules les femmes bédouines en portent. Dans le bas de la rue, les échoppes se remplissent d'épices et de parfums. De tous les quartiers, l'appel à la prière du soir met en branle une foule pressée, serpentant dans le dédale des ruelles. La ville à l'étroit a étendu ses tentacules dans le cœur de l'oasis. La croissance démographique ne peut être ralentie et la modernisation du niveau de vie et des activités industrielles ne peut qu'entraîner une augmentation des besoins. Faut-il se résigner à l'aménagement de l'oasis et à la disparition de certains quartiers ? On note actuellement un mouvement de retour vers les anciennes demeures de la part de quelques particuliers qui privilégient l'utilisation de techniques traditionnelles dans leur restauration. De nos jours, les plus vieilles demeures de Damas remontent très rarement au-delà du XVIIIe siècle.
Les tremblements de terre et les incendies en sont en partie responsables, mais la fragilité des matériaux est également en cause. Dans cette maison, située à quelques mètres de la porte du temple de Jupiter, le jeune maître d'œuvre a choisi de n'utiliser que des matériaux de construction traditionnels. Sur le toit même du chantier, on fabrique le torchis ou pisé à partir d'un mélange d'argile et de paille séchée. Il est ensuite coulé dans des moules en bois et séché au soleil. Les briques crues serviront à monter les murs des étages supérieurs. Avec le temps, les murs en pisé se dégradent et nécessitent un entretien régulier afin de maintenir leur étanchéité. En revanche, les murs du rez-de-chaussée sont en pierre et beaucoup plus difficiles à entretenir en raison de l'équilibre fragile de la demeure. En outre, les maisons sont souvent construites avec des réemplois multiples, ce qui ne facilite guère les travaux. Ainsi, au commencement du chantier, l'architecte a découvert une colonne romaine incluse dans la maçonnerie. Bien avant la conquête musulmane, Damas occupait une place singulière dans le monde chrétien. La majorité des églises est regroupée dans les quartiers dits chrétiens de Bab Sharki et de Bab Touma. L'ampleur de l'exode rural qui mène les paysans, chrétiens pour la plupart, préférant se regrouper dans certains quartiers, a profondément modifié le visage de Damas. Cette volonté reflète la difficulté de l'intégration d'une communauté chrétienne à un monde musulman, mais aussi celle d'une communauté rurale à une population urbaine. Les chrétiens de la capitale vivent encore dans une sourde inquiétude. Leur liberté de culte est pourtant garantie par la loi. Le statut réservé aux religions du livre aura permis aux chrétiens pendant 12 siècles de maintenir leur existence sans leur garantir l'égalité devant le juge, ni celle de ses droits politiques. Pendant des siècles, Damas fut une cité plus ou moins fermée aux Occidentaux. En 1832, Damas est occupée et gouvernée depuis le Caire par un pacha égyptien, beaucoup plus tolérant. Dès lors, la ville s'ouvre aux Occidentaux et facilite leur commerce. Au début du XXe siècle, les Arabes se montrèrent de plus en plus déterminés à se débarrasser du joug des Ottomans et à gagner leur indépendance. À la sortie de la prière du vendredi, les fidèles envahissent le souk, situé juste en contrebas du mont Kassioum. Le souk est bien plus qu'un espace de commerce. Les Syriens, pour la plupart, se réclament de leur communauté, dont les critères de reconnaissance sont de plusieurs ordres. Religieux, ethniques ou répondant à un mode de vie, comme c'est le cas chez les Bédouins. Lieu d'échange et de négociation, c'est aussi l'espace public par excellence, où les différences sont abolies, où les groupes se croisent et les individus se mélangent. Il existe une typologie des souks, ceux du centre-ville, les petits bazars des quartiers, enfin les souks ruraux aux portes de la ville où les paysans viennent vendre leurs produits. Ils sont avant tout des lieux de grande sociabilité, de palabres,
de mise en scène sophistiquée des relations sociales, où le temps s'étire et où le travail se confond avec la vie et son environnement naturel. À l'époque du mandat, on respectait beaucoup tout ce qui était les axes qui se dirigeaient vers le Qassioun. Où que vous vous placiez dans la ville de Damas, on avait une très belle vue sur le Qassioun. Et tout cela a été préservé jusqu'aux années 70. Dans son expansion, la ville de Damas, il y a plein de petits centres commerciaux qui se sont développés. Et malheureusement, la mise en place de ces bâtiments, de ces grandes tours, a vraiment beaucoup nui au paysage urbain à Damas. Nous avons besoin de modernité, d'espace, mais nous avons un patrimoine qui mérite une attention beaucoup plus approfondie. Et je crois que les 10 années à venir sont des années importantes pour la préservation du patrimoine de la ville de Damas. Ce n'est que depuis une trentaine d'années que Damas a abandonné son image de ville moyenne pour celle de capitale arabe en pleine modernisation. Le centre-ville est mis à mal par des percées qui déchirent le tissu traditionnel, où s'édifient les immeubles modernes, les hôtels et les bureaux d'affaires à vocation internationale. Au-delà des boulevards extérieurs, les jardins de la Ruta sont détruits et livrés aux terrassiers. Les terres agricoles disparaissent sous une urbanisation galopante. Damas, ville turbulente où il est souvent difficile de faire la part des choses entre l'éphémère et le durable, dans l'incessant tourbillon de la ville qui mélange les anciens et les récents réfugiés de la sous-région, les nouveaux citadins, les hommes d'affaires empressés, et le dynamisme impertinent d'une jeunesse éprise de changement.